Pour le 13e samedi consécutif, les Gilets jaunes ont battu le pavé partout en France. Avec une mobilisation légèrement à la baisse, le mouvement affronte un gouvernement de plus en plus répressif. Alors que le grand débat se poursuit, le président occupe l'essentiel de la scène. Face aux questions, Emmanuel Macron se met en scène avec l'extrême complaisance des médias qui diffusent ses logorées en boucle. Une vraie campagne pour les européennes avec les deniers des contribuables. Après avoir dynamisé le baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'attaque à l'enseignement primaire. Instruction obligatoire dès 3 ans, devoir d'exemplarité des professeurs, rôle étoffé des assistants d'éducation. Le chantier est d'ores et déjà contesté de toutes parts. Madame, monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes, toujours en piste pour la 13e fois consécutive, le mouvement a encore investi les villes françaises pour appuyer leur opposition au gouvernement. Face à la mobilisation, le gouvernement mise toujours sur la répression, faute de réponse politique. 51 400 pour le ministère de l'Intérieur, 240 000 pour le syndicat France Police, policiers en colère et 120 000 pour les Gilets jaunes eux-mêmes. La mobilisation reste, quoi que l'on en dise, très présente dans tout le territoire français. À Paris, le Nombre jaune, un groupe interne au mouvement dédié au comptage, relevait près de 20 000 personnes. De nouveaux rassemblements encore marqués par son lot de blessés. À Paris, des individus auraient tenté de pénétrer dans l'Assemblée nationale. Les forces de l'ordre sur place sont rapidement intervenues et des heurts ont éclaté. Un homme a perdu sa main dans la bataille, vraisemblablement avec une grenade de désencerclement. Écartez-vous! Les médics qui passent! Les médics uniquement! Un drame résumé par Florian Bachelier, un député de La République En Marche, comme je cite, 2 doigts immédiatement pris en charge, ajoutant au passage une supposition quant à l'appartenance de la victime au Black Bloc. Au fil des semaines, les nombreux blessés dans les rangs des Gilets jaunes ont forcément entamé la motivation de certains pour se rendre aux manifestations. Sans surprise donc, le mouvement se durcit à mesure qu'il perdure. Certains cortèges sont d'ailleurs parfois infiltrés par des militants d'extrême gauche déguisés en Gilets jaunes. C'est ainsi que la nouvelle librairie rue de Médicis dans le 5e arrondissement à Paris a subi les attaques d'antifascistes dans l'après-midi de samedi. Les vitrines ont été saccagées et des responsables de la librairie ont été matraqués par des individus cagoulés avant que le CRS n'arrive. De nombreux gilets jaunes se sont interposés pour éviter cette attaque. Certains ont même aidé les responsables de la librairie à ranger les livres pour limiter les dégâts. Mais il semble que l'extrême gauche ultra-violente, souvent nommée Black Bloc, continue de prendre la rue pour un terrain de jeu. Contrairement au sous-entendu de Florian Bachelier, les blessés sont rarement les Black Blocs. De même, les différents textes de loi anti-casseurs sont presque toujours transformés en directives liberticides venant entraver les droits de manifester sans jamais inquiéter les militants ultra-violents de la gauche radicale. De là à penser que le gouvernement a intérêt à voir dégénérer de plus en plus les manifestations, il n'y a qu'un pas. En parallèle des manifestations, le gouvernement s'est appesanti sur la porte de la maison de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, à Mautrèves dans le Finistère. En effet, une tentative d'incendie aurait eu lieu il y a quelques jours. Si les dirigeants de la majorité se sont relayés pour témoigner leur soutien à leurs collègues, les policiers semblent constater de nombreuses zones d'ombre, notamment l'absence totale de revendications. De même, il n'aurait pas été difficile de faire brûler toute l'habitation, mais pas seulement une entrée. On aperçoit d'ailleurs quelques chaises d'enfants totalement intactes. Aucun élément ne permet donc de faire le lien avec les Gilets jaunes. Pour autant, nombreux sont les marcheurs à avoir fait un lien avec les permanences de députés de la majorité dégradée en marge des mobilisations. Christophe Castaner est d'ailleurs monté au créneau en faisant un rapprochement très clair. Mais je crois qu'il faut inverser la question. Peut-être qu'il est temps d'arrêter la violence. Peut-être qu'il est temps d'arrêter la mise en cause systématique des représentants de la démocratie. Tout est donc bel et bien fait pour favoriser la diffusion d'une image violente du mouvement. Une stratégie que le gouvernement utilise pour éviter de répondre politiquement aux revendications. Une tactique qui pourrait bien donner l'effet inverse de celui escompté, à savoir un regain du mouvement face à un mépris du gouvernement vraiment trop évident.
Emmanuel Macron se sert-il du grand débat pour faire campagne? La question se pose de plus en plus après les heures passées par le président aller à la rencontre des Français pour des réunions qui ressemblent étrangement à la campagne du mouvement En Marche quand le candidat Macron brigue à l'Élysée. La mine combattante et les bras de chemise immaculés en avant, l'image du président au milieu des Français pour le grand débat national vous rappelle immanquablement un moment déjà vu, la campagne présidentielle de 2017. Depuis le début du marathon, Emmanuel Macron met le paquet pour être au centre des débats. Des discussions qui durent plus de 7 heures, des dossiers bien ficelés, des réponses à tout, et le tout avec l'argent public. En effet, l'opération reconquête d'Emmanuel Macron, franchement bousculée par la crise des Gilets jaunes, a tout d'un coup de com' à rallonge pour se remettre les Français dans la poche et renouer avec sa mine sympathique des premiers jours. Et les premiers effets se sont déjà fait sentir. Le président, malgré toutes ses oppositions, réussit à remonter sa cote de popularité. Et pour cause, l'opération séduction d'Emmanuel Macron a toute une campagne, et ce, à moins de 4 mois des élections européennes. Le mélange des genres commence donc à déranger, à plus forte raison que la couverture médiatique des événements est générale. Quand Emmanuel Macron fait le spectacle, plusieurs chaînes nationales reproduisent en parallèle les prouesses présidentielles. BFM, LCI, CNews. Comme en 2017, les organes de presse ont revêtu leurs habits de fou du roi. À plus forte raison qu'en plus du président de la République, de nombreux membres du gouvernement ou de l'Assemblée nationale font également le déplacement pour les spectacles de grand débat. Dans ce cadre, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander que les heures de logorée présidentielle soient comptabilisées dans la campagne pour les européennes. D'aucuns ont même saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel présidé par Roch-Olivier Maistre, nommé en février dernier par Emmanuel Macron. De quoi avoir une idée de l'issue de la question. Du côté de la majorité En Marche, on préfère se concentrer sur l'implication de Jupiter, malgré les cris d'orfraie de l'opposition qui, elle, voit une opération de communication dans la course à Bruxelles, aux frais de la princesse. Et la princesse, eh bien c'est vous. En effet, le grand débat national est exclusivement organisé avec l'argent public. Toutefois, pour de nombreux spécialistes, les liens entre les one-man shows présidentiels et la campagne ne sont pas avérés dans la mesure où Emmanuel Macron n'est évidemment pas sur la liste. En revanche, la présence de candidats aux côtés du président pendant les réunions publiques pourrait accréditer le rapprochement. À croire que la liste de La République En Marche ne sera dévoilée qu'après le grand débat. Jean-Michel Blanquer s'attaque à l'école. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale a défendu devant l'Assemblée son nouveau projet baptisé École de la confiance, une refonte du système éducatif qui fait l'impasse sur les sujets clés. Thibaut Bastide. Élever le niveau général des élèves, voilà le vœu pieux du projet de loi baptisé pour une école de la confiance. Examiné à compter de ce lundi à l'Assemblée nationale, le texte porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, doit balayer un spectre très large de thématiques pour refondre en profondeur le système scolaire. Après avoir dynamisé le baccalauréat, le ministre de la rue de Grenelle s'attelle donc aux classes primaires, avec des propositions peu au goût des professeurs et des syndicats. D'ailleurs, le projet est contesté dès son premier article qui rappelle le devoir d'exemplarité des enseignants. Les professeurs voient dans ces lignes une volonté évidente de museler leur liberté d'expression, alors que des mouvements comme les stylos rouges ou pas de vagues ont vu le jour l'année dernière sur les réseaux sociaux face aux violences dans les établissements scolaires. Pour asseoir le point de vue des enseignants, le reste du texte est clair. Les violences scolaires sont totalement absentes du texte. En effet, le gouvernement ne cesse de repousser un éventuel plan, faute d'arbitrage sur certains sujets controversés, comme la suspension des allocations familiales pour certains parents, une mesure pourtant largement réclamée par les Républicains et le Rassemblement national. Autre point de crispation, l'obligation de l'instruction dès 3 ans. Si le sujet peut paraître dérisoire, étant donné que 97,6% des enfants âgés de 3 ans sont déjà scolarisés et quasiment 100% des enfants de 4 et 5 ans, cette mesure pourrait avoir une conséquence très concrète pour les communes, le financement des écoles maternelles privées sous contrat. En effet, la loi Debré de 1959 oblige les municipalités à financer à parité les écoles publiques et privées de leur territoire. Avec l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire, les communes devraient donc dépenser 150 millions d'euros supplémentaires. Une facture salée alors que la mesure ne concernerait que 26 000 enfants. De plus, il s'agirait d'obliger les parents à scolariser leurs enfants en dépit de la volonté de bon nombre d'entre eux d'instruire leurs enfants à domicile. Chahuté
Appelé par les professeurs, les communes et les parents, Jean-Michel Blanquer pourrait également l'être par les syndicats et les partis d'opposition sur un point bien précis, les missions d'enseignement accordées à certains surveillants. En effet, le ministre de l'Éducation n'a jamais caché vouloir miser sur le pré-recrutement d'enseignants. L'idée est aussi simple qu'inquiétante. Pour pallier le manque de professeurs, il suffit de transformer des personnels tiers en enseignants. Ainsi, les assistants d'éducation communément appelés surveillants pourront à l'avenir se voir confier des fonctions d'enseignement rémunérées dès la 2e année de licence, à condition de préparer les concours. Pour simplifier, les surveillants, pas encore diplômés, seraient amenés à enseigner pour compenser les nombreux manques de l'éducation nationale. Une aberration alors que le ministre souhaite élever le niveau général et que la tendance est à la baisse depuis plusieurs années. Bénéficiant d'un capital sympathie élevé depuis le début du quinquennat, Jean-Michel Blanquer pourrait connaître sa première véritable déconvenue pour ce qui constitue son premier examen de passage. Et à présent, on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Blocage routier pour le permis de conduire. L'opération escargot des auto-écoles en colère contre la réforme du permis de conduire a débuté tôt lundi matin. À Paris, les professionnels du secteur étaient invités à se rendre sur 4 lieux de rassemblement de la périphérie parisienne, tous convergeant vers la place d'Italie où d'autres actions seraient menées. Les syndicats s'inquiètent d'un rapport parlementaire remis au Premier ministre début février et qui pourrait favoriser les start-up en ligne comme Ornicar ou en voiture Simone. Ils défendent leur travail de proximité, gage de qualité, à défaut de permettre aux jeunes d'obtenir le permis plus vite et moins cher. Verrouillage du contrat du siècle, la France et l'Australie ont officiellement signé ce lundi leur partenariat stratégique, un accord à hauteur de 50 milliards de dollars pour la construction par Naval Group de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. Un partenariat qui donne le coup d'envoi d'une coopération d'un demi-siècle dans l'industrie des sous-marins, qui implique un transfert de technologie vers l'Australie afin de renforcer son influence dans le Pacifique. Le Français, leader européen du naval de défense, a annoncé une première livraison en 2030 de sous-marins dernière génération dérivés du Barracuda français. Le meilleur ami de l'homme priait de s'écraser. Mardi à Feuquières, dans ce village de l'Oise de 1500 habitants, les 19 élus du conseil municipal ont voté un arrêté pour mettre fin aux aboiements intempestifs. Le maire, Jean-Pierre Estienne, assume totalement cette décision. Cet arrêté n'interdit pas aux chiens d'aboyer, mais il demande aux propriétaires de chiens de faire en sorte que lorsqu'ils aboient, ils ne perturbent pas l'environnement. À défaut, les mécontents pourraient toujours retourner vivre dans les villes où ils seront bercés par les klaxons. Le Royaume-Uni en zone d'urgence, le Premier ministre Theresa May va proposer aux députés britanniques de lui accorder un délai supplémentaire pour négocier avec Bruxelles un accord de Brexit remanié. Censé quitter l'Union européenne le 29 mars, le Royaume-Uni est en plein flou quant à la forme que prendra ce divorce historique. Les parlementaires ayant massivement rejeté l'accord négocié pendant de longs mois avec Bruxelles par Theresa May, la dirigeante conservatrice fait donc désormais face aux discussions qui butent toujours sur la question du filet de sécurité irlandais. Alors que ses opposants pensent que Theresa May joue la montre, le calendrier initial proposé par le gouvernement prévoyait que, faute d'accord d'ici mercredi, les députés devaient voter jeudi sur la suite à donner au Brexit. Le retour de la momie, acte 5. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, affaibli depuis un AVC survenu en 2013, est candidat à la présidentielle du 18 avril, lors de laquelle il briguera un 5e mandat. Le chef de l'État, au pouvoir depuis 1999, a annoncé dimanche sa candidature dans un message écrit bien sûr à la nation qui n'a surpris personne. Outre le Front de Libération Nationale, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie, dont Abdelaziz Bouteflika est le président. Cette coalition comprend le Rassemblement national démocratique, parti du Premier ministre Ahmed Ouyaya, le Rassemblement de l'espoir de l'Algérie et le Mouvement populaire algérien. Et voilà, on approche déjà la fin de cette édition. Dans un instant, TV Liberté vous propose un nouveau programme, Les Nouveaux Talents. Une rubrique où l'on donne carte blanche à la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est Théo qui lance la danse avec sa chaîne Fais passer l'info. Pour cet épisode, il revient sur les crypto-monnaies.
Pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin et ses intérêts aujourd'hui, encore faut-il avoir compris comment fonctionne notre système bancaire. Lorsque vous effectuez une transaction avec quelqu'un, que vous lui versez une somme d'argent par exemple, plusieurs intermédiaires rentrent en jeu. Votre banque, sur laquelle est répertorié votre compte, avec l'argent que vous avez dessus, une banque centrale qui valide la transaction et l'enregistre, et la banque de votre destinataire qui reçoit l'argent et le verse sur son compte. C'est donc un système centralisé autour d'une banque centrale, comme quoi les mots prennent sens naturellement. Pour le Bitcoin, il n'y a aucun intermédiaire. Le système du Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie que le versement que vous effectuez va directement dans les poches de votre destinataire. C'est un système dit de personne à personne, de pair à pair. Le problème de ce genre de système, c'est la sécurisation des échanges. Qui valide les transactions? Qui vérifie qu'il n'y a pas de fraude, que les comptes ont bien tous reçu l'argent et que tous les comptes ont bien été débités? Eh bien, dans le cadre du Bitcoin, et des crypto-monnaies en général, c'est un algorithme qui fait la loi. C'est là que l'on doit parler de la blockchain. La blockchain, c'est le cœur du système. C'est un registre qui contient l'ensemble des transactions effectuées depuis la création de la monnaie. Ce soir, c'est aussi l'occasion de retrouver Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent l'ancien candidat à l'élection présidentielle et le président de l'UPR, François Asselineau. Et puis tout de suite, c'est le moment de retrouver la France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Bon, alors les choses sont en train de tourner de manière curieuse. Le postier du village, vous savez, du village voisin, très gilet jaune, est allé voir Gustave, notre anarcho-bouquiniste, et d'après ce que j'ai compris, il lui a raconté qu'il était à tuer à la toit avec des têtes d'affiche du mouvement des Gilets à Paris, parce qu'il avait discuté avec eux, place de la République. Du coup, j'ai senti que Gustave était tenté d'aller parler avec l'une ou l'autre de ces figures de pro. Et il a dit quand est-ce que tu y retournes? C'est-à-dire, a-t-il répondu, la première fois j'étais avec Julien et son fourgon, mais il a un collègue qui va faire le même trajet samedi et qui a des parents à Rungis. Et Gustave me dit, à moi, ça te tenterait de venir avec nous? Et là, comme un idiot, je lui dis, non, je peux pas, je passe une semaine au service de ce vieux monsieur, là, tu sais. Et j'aurais dû réfléchir et lui dire que j'avais affaire au village, parce qu'il me dit, mais ton vieux monsieur, c'est justement à côté de Rungis qu'il se trouve. Et là, j'étais coincé. Du coup, Gustave a envisagé sérieusement d'y aller dans le but de donner des conseils d'agitation non violente aux têtes de file des vrais gilets jaunes, pas ceux qui se font acheter, et il m'a fait bénéficier de ses idées de trublion et d'ex-gauchiste. Et au fond, dans son passé anarchiste, la chose qu'il avait le plus aimé, c'était ça, c'était faire preuve d'imagination par les slogans, les coups de communication. Il disait, il faut créer l'événement, il faut faire réfléchir les gens en faveur de ce que tu as à défendre, il faut mettre l'opinion de ton côté par des actions spectaculaires qui n'abîment rien, mais qui mettent l'adversaire complètement dans l'embarras. Et alors, lui dis-je, tu as des idées? Ma question était un peu inquiète parce que s'il voulait vraiment que je prenne le RER avec lui pour me mêler à la foule un samedi et pour rencontrer les chefs des protestataires, je préférais savoir d'abord ce qu'il allait leur suggérer. Donc je vous fais un peu le rapport. La première idée qu'il a eue et qui m'a frappé, c'est qu'il voulait suggérer aux dirigeants de lancer un mot d'ordre « Attention, les gilets orange arrivent en signe de colère » pour montrer qu'on montait d'un cran dans la couleur, donc dans l'énervement. Moi, si j'étais eux, je dirais, faites des provisions de gilets orange pour marquer une journée particulière dans les prochaines semaines. Mais moi, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis un peu cher, parce que les gilets orange et rouge sont quand même plus rares et un peu chers, mais bon. Ensuite, et là, j'y ai cru davantage, il a eu l'idée des pneus avant gauche peints à la craie jaune ou à la peinture de chantier jaune, de sorte que toutes les voitures qui quittaient le stationnement iraient porter la bonne parole ailleurs, c'est-à-dire attirer l'attention par une anomalie visuelle, parce qu'un pneu qui porte comme ça un cocard blanc ou jaune, ça se voit tout de suite au feu rouge. Mais surtout, il a théorisé ses méthodes en me disant, dans l'affrontement, le gouvernement veut aller très loin, il veut empêcher les gens de sortir, de manifester, de quitter leur ville les jours de manif. Il les envoie même en prison pour un appel à manifester. Donc nous sommes entrés dans une logique de résistance et on ne va pas résister en faisant le coup de poing à notre tour, c'est ce qu'ils veulent. Il faut résister en faisant des coups de pub plutôt que des coups de poing. Le sabotage visuel n'est pas puni par la loi et le coup des pneus peints est très difficile à réprimer. Mais surtout, comme nous sommes entrés dans une espèce de guerre de l'information,
C'est là qu'il faut frapper, me dit-il, et il y a plein d'autres méthodes. Par exemple, nous a-t-il dit encore, moi je suis très étonné, alors que la moitié des télés du monde tournent pendant les incidents et que les touristes font des selfies devant les cortèges, que personne ne songe à faire des slogans en langues étrangères du genre « Aidez-nous, notre président est devenu fou ». Alors je lui dis, tu vois vraiment une banderole en tête de cortège disant « Macron, give your people a break ». Il me dit, mais pourquoi pas? Il faudrait ça aussi en espagnol, en chinois, en russe. Le but du jeu, c'est d'être vu sur les photos de presse internationales. Les télés françaises ne montrent rien. On a vu qu'elles étaient capables d'effacer Macron d'émissions en arrière-plan. Elles ne disent pas qu'on entend partout Benalla en prison. Ben, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à le dire en anglais pour se retrouver en une du New York Times. Mais je vais même te dire, il y a encore mieux, et là il me sort son arme secrète, dont je lui ai emprunté une copie, il me montre un code QR, que l'on envoie un peu partout, et il me dit, avec les beaux jours, tu fais faire des milliers de t-shirts comme ça avec un code qui dit quelque chose, et les gens dans le monde entier n'ont qu'à scanner le code avec leur téléphone quand ils voient les photos dans la presse ou sur Internet, et ils obtiennent sur leur écran une phrase, une image, un site Internet. Je lui demande ce qui est écrit derrière ce code, il me dit sur celui-là, il y a juste marqué « dégage ». Tu peux vérifier, du coup vous aussi vous pouvez vérifier en passant votre lecteur de code sur l'écran, mais imagine que les magazines du monde photographient une fille dont le gilet porte un code QR qui dit « Peuple de tous les pays, rejoignez-nous », etc. Et on n'a qu'à passer son téléphone sur le carré dans la photo à l'aide d'un programme gratuit et hop, une phrase apparaît. Je lui dis, c'est quand même un peu long tout de même comme phrase pour tenir dans un si petit carré. Il me dit non, on peut mettre un texte entier. En tout cas, si tu empruntes les voies de la résistance au lieu de celles de l'affrontement, les possibilités dans ce domaine sont infinies. Et je te parle pas des pochoirs, des tampons. On peut tout dire, on peut tout écrire à la craie, le nom de liberté, comme dans les poèmes d'Éluard. On peut tout faire passer comme message pour submerger l'adversaire. En attendant, il veut expliquer ça au chef du mouvement samedi. Il dit qu'il faut qu'ils deviennent les Gandhi de l'âge numérique. Ça m'étonnerait que ça marche, mais je vous raconterai. Je pense que je vais y aller avec lui. Abonnez-vous, merci. À chaque nouvel attentat ressurgit le serpent de mer des fichiers S. Qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, à quoi cela peut-il bien servir de suivre symboliquement des personnes qui, à maintes reprises, ont prouvé qu'elles pouvaient passer à l'acte à tout moment et sans crier gare? La fiche S. Tout un programme quand on sait que le S signifie atteinte à la sûreté de l'État. On estime que leur nombre actuel est de l'ordre de 20 000 au moins, dont 12 000 liés à la mouvance salafiste, excusez du peu. Il existe donc en France un peu plus de 20 000 personnes, l'équivalent de la population d'une ville comme Cahors ou Carpentras, susceptibles d'attenter à la sécurité publique ou à la sécurité de l'État. Et ce chiffre ne tient évidemment pas compte de tous ceux qui devraient être fichés S, probablement très nombreux. Ce fichage pose un certain nombre de problèmes. Il ne permet pas l'arrestation préventive. C'est assez logique dans un État dit de droit, avec tous les bémols que comporte cette expression. Il n'est assorti d'aucune obligation de surveillance, répondant ainsi à l'argument chéri des médias ou des politiciens de gauche, on ne va quand même pas mettre un policier derrière chaque fichier S. Mais surtout, véritable faille, le fichage a une durée limitée à 1 an. Il suffit qu'un islamiste radicalisé se tienne un peu tranquille pendant 1 année pour disparaître des radars et devenir l'un de ces prétendus loups solitaires comme aiment tant les organes de la grande presse. En fait, le fichier S est un outil intentionnel, mais il n'est pas un outil véritablement opérationnel. L'été dernier, le Sénat faisait tout un ensemble de suggestions pour lutter concrètement contre l'accroissement de la menace terroriste au niveau des mairies et des départements, associant l'action juridique et le renseignement. Bien évidemment, tout cela ne fut suivi d'aucun effet. Et nous avons eu l'acte de guerre de Strasbourg. Après tout, ce n'est pas si grave. Cela fait toujours moins de morts que la sécurité routière, n'est-ce pas? Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis à très bientôt.